Bonjour à tous, je suis Jade Roland, actuellement en 4e semestre à l'hôpital Antoine Béclair, en anesthésie maternité, et j'ai choisi de vous faire un topo sur la fibrillation atriale durant la grossesse. Tout d'abord, pourquoi ce stage junior? Il nous est arrivé un cas clinique durant mon stage. C'était une patiente de 30 ans, amenée aux urgences à 34 semaines d'aménorrhée pour dyspnée et palpitations. Sa fréquence cardiaque était aux alentours de 150 BPM, le reste des constantes était normal. Au niveau de ses antécédents, on pouvait noter un asthme équilibré sous sérétide, elle était G1P0 et elle fumait sa cigarette électronique durant sa grossesse. La prise en charge a consisté à réaliser un ECG qui retrouvait une FA paroxystique, un avis cardio a préconisé l'introduction du labetalol, de ne pas introduire d'anticoagulant en urgence et de réaliser un bilan cardio avec une ETT sans urgence également. Dès le lendemain matin, cette patiente était réduite, avec un ECG normal, une fréquence cardiaque aux alentours de 65 BPM. Et tous ces symptômes avaient disparu. On va donc voir, durant ce topo, cette prise en charge de la fibrillation atriale. Tout d'abord, un petit rappel rapide de la fibrillation atriale. On peut voir ici que le fonctionnement normal du cœur se déroule, l'influx électrique part du nœud sinusal, puis est conduit jusqu'au nœud atrioventriculaire et enfin prend les voies électriques normales. Au niveau de la fibrillation atriale, nous avons des impulsions électriques complètement ectopiques, ce qui conduit à des impulsions ventriculaires très rapides. En effet, la fibrillation atriale fait partie du groupe des tachycardies supraventriculaires, avec une fréquence à plus de 150 BPM. Les QRS restent fins mais irréguliers. En effet, il n'y a plus de rythme sinusal et on n'aura donc pas d'OP à l'ECG. Au niveau des chiffres épidémiologiques d'une femme enceinte présentant une fibrillation atriale maternelle, j'ai choisi cet article paru en 2019 dans le journal Advances in Medical Science. C'était une méta-analyse regroupant 7 cohortes de 1981 à 2017. Le nombre de grossesses était aux alentours de 301 638, soit un nombre assez important. Et ils ont montré que l'incidence de l'AFA de novo chez une patiente ne présentant pas de cardiopathie préexistante était aux alentours de 0,3%. Au niveau chez les patientes enceintes avec une cardiopathie préexistante présentant une FA de novo, on était aux alentours de 2,2%. Celles qui présentaient déjà une arythmie de base et qui ont présenté une récurrence durant la grossesse étaient aux alentours de 39,2%. En comparaison à la population générale où l'incidence de l'AFA aux alentours de 1%, tout âge confondu, et à plus de 10% après 80 ans, on peut quand même dire que la fibrillation atriale maternelle reste un phénomène rare. Également, dans cette étude, ils ont regardé les complications fœtales chez les patients présentant une F1. On peut s'attarder sur la prématurité. En effet, dans l'étude de Silverside, il y avait 11 bébés nés prématurément sur les 29 patientes qui avaient présenté une F1, soit environ 40%. Dans l'étude de Salam, il y avait 5 bébés nés prématurément chez les 17 patientes qui avaient accouché et présenté une F1, soit environ 30%. Alors que la prématurité, toute naissance confondue, est aux alentours de 7%. Même si ça ne représente pas, je ne suis pas allée voir dans les études exactement si les chiffres étaient significatifs, on remarque quand même que les chiffres épidémiologiques sont bien plus importants comparés à toute naissance confondue sur la prématurité. Au niveau des complications fœtales, toujours dans la méta-analyse, comprenant la prématurité, le petit poids pour la gestationnelle ou encore la détresse respiratoire aiguë, l'hémorragie intraventriculaire ou encore le décès, c'était estimé à 26,6%. Ça reste, la FA, on peut dire quand même que la FA reste un phénomène rare, mais potentiellement grave pour le fœtus et pour la mère. Maintenant, je vais vous parler des modifications physiologiques ou non pathologiques survenant chez toute femme enceinte. On peut noter une augmentation de l'activité sympathique ainsi que des concentrations en catécholamine, notamment dues à l'hypersécrétion en œstrogène. Cette hypersécrétion en catécholamine va résulter d'une augmentation de la fréquence cardiaque d'environ 15%. Également, on a une augmentation du débit cardiaque d'environ 40 à 50% à 32 semaines d'aménorrhée. Cette augmentation du VES est notamment due à une vasodilatation précoce due à une sécrétion de prostacycline et de progestérone, notamment qui a pour conséquence une augmentation du volume plasmatique total. On a aussi une baisse des résistances vasculaires systémiques d'environ 25 à 30%. Toute femme enceinte présente bien évidemment une anémie de dilution relative. Cette conséquence d'augmentation du VES d'environ 25 à 30%
donnera lieu à une augmentation du diamètre de la paroi atriale ainsi que du diamètre ventriculaire, facteur de risque connu de troubles du rythme. Rapidement, ce schéma tiré du manuel d'obstétrique appliqué en réanimation représente les pourcentages de variation du débit cardiaque au cours de la grossesse. Nous avons en rose foncé ici le volume d'éjection et en rose clair la fréquence cardiaque. J'aimerais qu'on s'attarde un instant sur la période du travail. On voit qu'à partir de la fin du 3e trimestre et notamment durant la période du travail, on a une augmentation majeure de ce VES et de cette fréquence cardiaque. En effet, lors de chaque contraction, on a quand même une redistribution de 300 à 500 ml de sang dans la circulation. Pour conclure sur les modifications physiologiques, ces facteurs peuvent être des facteurs de risque de développer une FA, notamment l'hyperactivité adrénergique, l'augmentation de la fréquence cardiaque et la tachycardie, ou encore l'anémie qui est un facteur déclenchant connu de fibrillation atriale, et bien évidemment l'augmentation du diabète atrial et ventriculaire. On peut noter aussi qu'une femme enceinte peut avoir un ECG modifié sans en être pathologique. En effet, lorsqu'on diagnostiquera un trouble du rythme, on réalisera un ECG, j'y reviendrai tout à l'heure, et à noter que ces modifications ne sont pas pathologiques. En effet, dû à l'ascension des coupoles, on peut avoir une modification de la position du cœur et une déviation axiale gauche. On peut aussi trouver, sans critères pathologiques, une minime onde Q, une onde T inversée en D2, voire en V3, une minime modification du segment ST, ainsi qu'un possible allongement du QT, facteur de risque connu de troubles du rythme. Maintenant, je vais vous parler des facteurs de risque maternels. On peut voir dans différentes études que l'âge maternel est un facteur de risque connu de développer une fibrillation atriale maternelle. Alors, en effet, il y a aussi les facteurs de risque cardiovasculaires. Plus on est âgé, plus on est à risque de développer ces facteurs. Également, les patientes qui présentent une cardiopathie préexistante, notamment le rhumatisme articulaire aigu, assez rare en France, mais qui reste quand même assez fréquent dans le monde. Mais en France, la cardiopathie préexistante la plus fréquente restera les valvulopathies. Et enfin, comme je viens de vous le décrire juste avant, la période du T3 et du travail sont des facteurs de risque et un temps à risque de développer une F1. Pour illustrer ceci, j'ai choisi un article concernant les facteurs de risque maternels. Il a été publié dans le journal américain Heart Association en 2016. C'est une étude de population rétrospective comprenant 9 études publiées de 2003. C'est une étude de population rétrospective seule, de 2003 à 2013. Ils ont suivi environ 264 730 grossesses. C'est une étude monocentrique. Et durant cette étude, ils ont montré que l'âge maternel, en prenant comme référence l'âge inférieur à 25 ans, qu'à partir de 30 ans, les odds ratios augmentaient petit à petit en faveur du développement d'une fibrillation atriale. En effet, on peut voir qu'après 40 ans, l'odd ratio est aux alentours de 5,2. Tous ces chiffres sont significatifs. Également, ils ont montré, en prenant comme le premier trimestre la référence, que le 3e trimestre était significativement associé à un risque augmenté de développer une fibrillation atriale. Maintenant, je vais vous parler des facteurs de risque obstétricaux, des facteurs de risque inhérents à la grossesse, pouvant augmenter la susceptibilité à développer une arythmie. Cette fois-ci, c'est une revue de la littérature comprenant 9 études, publiées de 1990 à 2022. Ces études proviennent d'un peu partout dans le monde, du Canada, du Royaume-Uni, de la Corée, des USA, ainsi que du Danemark. Ça a été publié en 2023 dans le Journal of Clinical Medicine. Et dans cette étude, ils ont montré qu'il y avait plusieurs facteurs de risque inhérents à la grossesse pouvant augmenter cette susceptibilité à développer une fibrillation atriale. Il y a notamment les anomalies d'insertion placentaire, comme le placenta accreta ou encore le placenta praevia, la prématurité, comme on a discuté juste avant, mais aussi le diabète gestationnel, la prééclampsie et toutes les pathologies hypertensives, notamment l'HTA gravidique. On s'attarde quelques instants sur la prééclampsie. La prééclampsie est connue pour augmenter l'état adrénergique de base et notamment augmenter l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, connu pour avoir des effets sur l'atrium et donc augmenter cette susceptibilité à développer une fibrillation atriale. Maintenant, je vais vous parler des facteurs déclenchants hors grossesse, connus pour chez le patient non parturiant, avoir une susceptibilité à augmenter
à développer une FA. Ce sont même les facteurs qui sont la cause de cette fibrillation atriale. Il y a notamment l'anémie, on le sait, les femmes enceintes présentent une anémie relative de dilution, mais si la femme enceinte porte aussi une infection, elle peut déclencher une FA. On a encore aussi les troubles électrolytiques avec notamment l'hypocalcémie et l'hypokaliémie. On a aussi, si la patiente est porteuse d'une embolie pulmonaire ou encore d'une hyperthyroïdie, les émotions comme l'anxiété, le stress, la fatigue, la peur, assez présentes chez les femmes enceintes, mais aussi les douleurs. Plus on est douloureux, plus on est tachycarde et donc à risque de développer cette FA, mais aussi les stimulants comme le tabac, l'alcool, la caféine ou encore les drogues, mais aussi certains médicaments et notamment certains tocolytiques ou encore la terbutaline utilisés dans certains pays encore comme tocolytiques. À noter que dès l'arrêt de ces médicaments, la FA cesse très rapidement après. Maintenant, je vais vous parler du diagnostic. Il faut savoir que les femmes enceintes présentent assez fréquemment durant la grossesse des palpitations ou encore une dyspnée, des vertiges ou une syncope. Si on réalisait un ECG à toutes ces femmes qui présentent ces symptômes, il faut noter qu'il y aurait seulement 10% de troubles du rythme associés. Donc ça reste quand même un diagnostic clinique difficile et dont il y a peu de pourcentage de troubles du rythme associés à ces symptômes. On va bien évidemment réaliser chez la femme enceinte un ECG du repos 12 dérivations. L'Holter ECG est à discuter si la patiente présentait déjà une arythmie connue ou encore présente une cardiopathie préexistante ou bien si elle a des symptômes gênants et fréquents, on pourra lui réaliser un Holter. L'échocardiographie est aussi à discuter au cas par cas pour rechercher soit une cardiopathie de nouveau, notamment la cardiomyopathie du péripartum, ou encore rechercher les conséquences des facteurs déclenchants que je viens de vous citer, notamment les conséquences d'une EP. Maintenant, on va parler de la prise en charge thérapeutique. Cette prise en charge rentre dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire avec l'obstétricien, le cardiologue, l'anesthésiste réanimateur et le pédiatre. Nous allons éliminer tout d'abord les facteurs déclenchants et les traiter si possible. Et il faut savoir qu'en première intention, si la patiente n'est pas gênée, les symptômes ne sont pas trop fréquents ou il n'y a pas de menace photomaternelle, on va lui donner des conseils hygiéno-diététiques en première intention, notamment l'arrêt des stimulants, comme l'arrêt du tabac et la cigarette électronique chez notre patiente de tout à l'heure, ou encore une analgésie suffisante, comme je vous ai dit, douleur égale tachycardie, tachycardie égale risque de FA, ou encore éviter le stress, compliqué quand on est enceinte, mais éviter au maximum le stress intense, ou bien encore éviter les activités physiques intensives. Le traitement médicamenteux sera à discuter au cas par cas si les symptômes sont gênants et fréquents et on pourra infliger un choc cardio-électrique externe s'il y a une menace photomaternelle, je vais y revenir. Rapidement, pour la prise en charge globale, si la fibrillation est stable, que la patiente ne présente pas d'instabilité ou que son fœtus non, on pourra donner en première ligne des bêta-bloquants. Chez la patiente enceinte, on cherchera surtout à réduire la fréquence. La cardioversion est très peu utilisée chez la femme enceinte, sauf si elle est instable. En deuxième ligne, on donnera des inhibiteurs calciques. La digoxine est à discuter en adjuvant. Si la patiente est instable ou qu'on a une menace fœtale, on va délivrer un choc cardio-électrique externe. Rapidement, concernant les bêta-bloquants, on va utiliser en première intention l'esmolol à la dose de 0,5 mg/kg sur 1 minute, puis 50 à 200 gamma kg/minute en IVSE. À noter que l'esmolol est cardiosélectif, donc on n'aura pas d'effet sur la relaxation utérine comme les non-cardiosélectifs, et il y a moins d'hypoglycémie fœtale. Également, il est à demi-vie courte, ce qui est préféré chez les femmes enceintes au niveau des antiarythmiques. Rapidement, le métopolol lui aussi est cardiosélectif, mais présente des risques de retard de croissance intra-utérin, et le propanolol présente aussi des risques de RCIU, mais par contre n'est pas cardiosélectif. On retient donc en première intention l'esmolol. Concernant la digoxine, on pourra l'utiliser à la dose de 0,25 mg en IVL sur 5 minutes et pouvoir faire plusieurs réinjections durant la journée avec une dose maximale de 1,5 mg par 24 heures. La digoxine est connue pour être un médicament à marge thérapeutique très étroite. Il y a donc un risque de surdosage mortel pour le fœtus. S'il est discuté de l'introduire à la place des bêta-bloquants s'il y a des contre-indications ou en adjuvant de celui-ci, on va faire une surveillance très stricte du taux sérique. Concernant les inhibiteurs calciques, en première intention, on utilisera le verapamil à dose de 5 mg sur 2 minutes, puis 5 gamma kg/minute en IVSE. A noter que les inhibiteurs calciques sont connus pour donner une hypotension maternelle et donc potentiellement une hypotension fœtale. Le diltiazem
Le diltiazème a été étudié durant plusieurs études, retrouvant des malformations congénitales, notamment chez les rats. Chez les humains, il n'a pas été vraiment identifié de malformation. En attendant de nouvelles études, je pense qu'il est mieux d'utiliser le verapamil en première intention. L'amiodarone est une contre-indication absolue durant toute la grossesse. En effet, utilisée assez fréquemment chez le patient non parturiant, ici il y a un risque de goitre, d'hypothyroïdie, de communication interventriculaire, d'anomalies neurologiques, de prématurité, bref, énormément d'effets indésirables fétaux. Donc l'amiodarone est une contre-indication absolue chez la femme enceinte. Concernant l'anticoagulation, c'est une discussion, il faut avoir une discussion au cas par cas. Si l'ACFA dure de plus de 48 heures, qu'une cardioversion est prévue dans les cas très rares de la femme enceinte, ou encore si le chat de basque est supérieur à 1 compte déjà pour une femme, on pourra discuter de cette anticoagulation. En attendant, si l'ACFA dure de moins de 48 heures, que la patiente ne présente pas de cardiopathie, on pourra introduire, comme chez notre patiente de tout à l'heure, un anticoagulant. On n'introduira pas, comme chez notre patiente de tout à l'heure, un anticoagulant sans risque emboligène majeur. Si l'anticoagulation est indiquée, il faudra mettre de l'HBPM ou de l'HNF. En effet, les AVK et les AOD sont contre-indiqués durant toute la grossesse. L'HBPM sera arrêté 24 heures avant l'accouchement et l'HNF 6 heures avant. Concernant le choc cardioélectrique externe, il est à délivrer s'il y a une instabilité hémodynamique materno-fœtale. Il n'y a aucun risque durant toute la grossesse pour le fœtus et n'impacte absolument pas le travail. Il faudra délivrer ce choc à une énergie de 50 à 100 joules. À noter que chez le patient non parturiant, c'est environ 200 joules, donc on réduit quand même l'énergie. Il faudra monitorer bébé pendant et après le choc. Il faudra aussi éviter à placer les électrodes de manière à ce que le vecteur ne prenne pas l'utérus. Rapidement, j'ai trouvé quelques études sur l'ablation par radiofréquence. Il est indiqué chez la femme enceinte si le traitement médicamenteux est inefficace en prévention d'une FA sévère et si les symptômes sont gênants et fréquents. Bien évidemment, toujours dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire avec un rythmologue cette fois-ci. Il est préférable de le réaliser au 2e trimestre. En effet, durant le 1er trimestre, nous avons l'organogénèse. Les complications fœtales retrouvées dans cette étude étaient aux alentours de 3,1% s'il y avait peu d'exposition au rayon X et 0,9% s'il n'y en avait pas du tout. Peu d'exposition, c'est-à-dire une dose inférieure à 50 mg. À noter, en comparaison aux chiffres épidémiologiques de tout à l'heure, où on avait retrouvé 26,6%, la balance bénéfice-risque, si la patiente est indiquée à une ablation, est quand même favorable. Pour conclure, on peut dire que la fibrillation atriale maternelle durant la grossesse est un phénomène rare mais potentiellement grave. Il faudra corriger tous les facteurs de risque si bien sûr ils sont corrigeables. Il faudra discuter d'un traitement médicamenteux si les symptômes sont gênants et fréquents. Et enfin, ne pas hésiter à délivrer un choc cardioélectrique externe s'il y a une instabilité hémodynamique. Merci.